L'art de puiser son inspiration dans la beauté des paysages. Au sommet d'un léger coteau qui seul interrompt ses vallées, s'élèvent 2 tours accouplées par la teinte des années voilées. C'est ici, au château de Saint-Point, que Alphonse de Lamartine écrit en 1820 ses méditations poétiques. Il y a 2 ans, Étienne de Bec a racheté la demeure de l'écrivain. Bonjour, bienvenue chez Lamartine. C'est ici qu'il a habité? Exactement, pendant 49 ans. Son plaisir, faire revivre cette bâtisse du Moyen-Âge où le temps semble s'être arrêté. Allez, on y va. Au bout du couloir, il suffit de faire entrer la lumière. C'est toujours toute une affaire d'ouvrir cette maison. Hop. Pour découvrir la table dressée pour Victor Hugo ou George Sand, les hôtes de Lamartine. Ce qui est miraculeux, on a son service, donc ses assiettes en faïence anglaise, et les verres qui sont gravés avec ses initiales, AL comme Alphonse de Lamartine. Partout, la trace du célèbre écrivain et homme politique est présente, comme dans ce salon où quelques-uns de ses objets personnels sont rassemblés. Son écharpe de député et le drapeau tricolore brandi face aux révolutionnaires en 1848 à l'Hôtel de Ville de Paris. Et au premier étage, son bureau. Et donc, dans cette petite pièce un peu monacale, on est dans le cabinet de travail de Lamartine, qui est la pièce où il a écrit une grande partie de ses œuvres. Entre son globe terrestre miniature et son encrier en cristal, l'édition originale des méditations poétiques avec une grosse surprise. Il y a le titre, il y a l'éditeur, mais il n'y a pas le nom de l'auteur. Parce que Lamartine, quand il publie ses poèmes, n'assume pas vraiment. Et il n'est pas conscient de l'importance de cet ouvrage, alors que ça a été un tel succès qu'au bout de la 3e édition, il a été obligé de mettre son nom, et il est devenu célèbre du jour au lendemain grâce aux méditations poétiques. Voilà, et quand on sort de son cabinet de travail, tout de suite, on découvre la vue sur ce paysage qui l'a beaucoup inspiré. Paysage champêtre et romantique. Mais ne vous y trompez pas, ce décor de colline n'est pas réservé aux illustres personnages. Monique Germain a 75 ans et tous les matins, elle fait 1 kilomètre à pied pour aller chercher son pain. Il faut être habitué parce que c'est assez vallonné ici. Hein. Ouais. Oui, alors il faut quand même avoir un petit peu de sport avant d'attaquer. Pas de commerce dans son village de Sainte-Cécile, alors elle se rend ici à Mazille, la seule épicerie dans un rayon de 7 km. Et c'est devenu le dernier endroit où l'on cause. L'endroit de rencontre, c'est ici. Hein. C'est l'endroit de rencontre. Voilà. C'est ça. Et là, on papote. Hein. Ah, je garantis que... Et de quoi on parle? Ou un peu tout. L'actualité. Bah, voilà, de toute façon, oui. Puis des gens, des personnes âgées. Du local. Du local, pour savoir comment elles vont, tout ça, quoi. Un moment essentiel. Ça y est, tout le monde arrive. Vous avez les clients. Bonjour, voilà. Si on ferme l'épicerie, il n'y a plus de vie communautaire dans Mazille. Bah, oui. Et donc, on y passe plus de temps qu'on devrait, finalement. En fait, oui. Oui, parce La preuve, on parle, on discute. Imaginez qu'un reporter passe. Oui. Une supposition. Eh bien, immédiatement, on s'adresse à lui, etc. Voilà, c'est tout à fait bien. C'est l'attraction du jour. C'est l'attraction du jour. L'attraction avant que chacun ne reparte de son côté, avant l'orage. Ici, les nuages accrochent les coteaux, déversent leur seau d'eau et puis se retirent. Ça ne dure jamais longtemps avant l'éclaircie. Entre 2 averses, il faut faire vite pour rejoindre Cormatin. L'un des 3 propriétaires du château nous attend. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Ah ben vous venez en vélo? Bah, et comment voulez-vous que je vienne? Ben je sais pas, c'est loin. C'est ça, les allées de château. Et c'est vrai que celui-ci mérite le détour. Cormatin est une forteresse Renaissance avec autour 12 hectares de jardin où l'on peut se perdre. Donc on rentre là et on sait jamais si on va sortir. Voilà, il y a le carré qui symbolise la terre, et on arrive au rond central qui est le symbole du ciel. Des allées de buis pour tenter d'atteindre le paradis. Là c'est à droite ou à gauche? Je n'en sais rien, c'est un labyrinthe. Il y a des cul-de-sac, on peut se retrouver coincé. Ben là moi c'est fini, je peux plus. Et voilà. Quelques longues minutes plus tard, Ah! Voilà. Vous avez résolu les difficultés de la vie et maintenant vous allez monter au 7e ciel.
avec vue sur ce château, habité par des marquises et des barons pendant des siècles. Cormatin est un mixte entre le château fort du Moyen-Âge et puis la demeure de résidence. Il fallait marquer par là à la fois l'ancienneté de la famille et la réussite à la cour. Mais suivra un long déclin au XXe siècle. Marc et 2 de ses amis rachètent ce château. Nous avons racheté ce château en 1980. Voilà l'état du bâtiment, totalement abandonné. Acheter 1 million de francs à l'époque, il faudra 20 ans de travaux et d'aides publiques pour restaurer ce patrimoine. Un pari gagnant. Aujourd'hui, 50 000 visites annuelles font vivre le château, alors un sentiment domine. Le sentiment d'utiliser sa vie à quelque chose qui nous dépasse. Voilà, c'est tout simple. Chacun trouve sa vocation. La nôtre, apparemment, c'était celle-là. Dans ces pièces de bois décoré, les trésors sont derrière chaque porte. Alors nous arrivons maintenant dans le cabinet de Jacques Dublé, le cabinet de travail, qui était aussi une pièce de prestige. Un cabinet de méditation où les personnages peints regardent vers le ciel et ses anges, au milieu des boiseries sculptées. Un décor d'une telle richesse et d'un tel état de conservation, c'est unique en France. Dans un coin, un vieux sablier nous rappelle que le temps passe et qu'il faut continuer notre route, car d'autres surprises nous attendent. Au revoir, merci. À une dizaine de kilomètres de Cormatin, le hameau de Lys. Sur la place du Lavoir, c'est incroyable. Tout le monde est artisan d'art. Il y a Thierry, le sculpteur de bronze. Ce matin, il est très occupé à terminer cette reproduction d'une des plus vieilles portes de Mâcon. Et il a de bonnes raisons d'être installé ici. La Saône-et-Loire, c'est l'endroit où il y a le plus d'artisans d'art de toute la France. Je peux faire du bruit, faire du feu, on ne me dira rien. L'intérêt, c'est d'être au calme. Alors laissons Thierry faire du bruit dans le calme et allons voir en face Walter. Lui fait des chaussures dans cette cave depuis 20 ans. Pas n'importe quelle chaussure, du sur-mesure. Et il a trouvé sa clientèle par le bouche à oreille jusqu'en Allemagne. Elles sont originales, uniques, confortables et elles sont aussi durables et on les répare aussi pendant longtemps. Même à plus de 200 €, tout le monde vous le dira. Elles font un malheur auprès des touristes. Les touristes qui passent aussi chez Marie-Élise, à quelques pas. Bonjour. Comment ça va? Bien. Dans l'atelier de cette lissière, les visiteurs ouvrent de grands yeux. Ils ne s'attendent pas à ça. Ils s'arrêtent sur la place, ils voient qu'il y a des ateliers, ils arrivent là, ils font toutes ces couleurs. Marie-Élise crée et restaure des tapisseries. Elle a quitté le Vieux Lyon pour ce hameau sans aucun regret. J'étais dérangée toute la journée. Et là, c'est un doux plaisir de travailler, de regarder la nature qui évolue autour de nous, juste à côté. Les gens nous considèrent comme des artistes chez qui ils ont plaisir à venir acquérir des pièces, faire restaurer des pièces. Et c'est un vrai plaisir. C'est beau, hein? Je suis émerveillée, oui. C'est vrai que ça donne envie de tout toucher. Nous laissons la lissière au milieu de ses fils pour continuer à traverser cette campagne où, vu d'en haut, des petites taches blanches parsèment les prairies. C'est un symbole de ce paysage que nous permet d'approcher Pierre Daubard, un éleveur de charolaises. Elles ont à manger, ouais. Cette saison, c'est la bonne époque pour elles. Au ras de l'herbe, la bête est curieuse et impressionnante. Viens, bête, viens. Allez, viens. Mais surtout, elle a 2 qualités pour l'éleveur. Elle mange beaucoup et peut grossir de presque 2 kilos chaque jour. Et pour l'environnement, elle entretient le bocage. On aperçoit les prairies sur les collines, des milieux qui sont ouverts grâce au pâturage. Sans pâturage, toutes ces collines-là, ça serait des bois ou des friches. Décidément, sur cette route, la Bourgogne fait cohabiter ceux qui travaillent la terre en bas et ceux qui vivent en haut, dans ces châteaux, qui servaient autrefois à protéger le royaume de France. À Berzay-le-Châtel, construit avec l'argent des moines pour défendre l'abbaye de Cluny, nous avons rendez-vous avec le comte et la comtesse de Milly.
C'est le comte et la comtesse, là. Voilà, donc Madame la comtesse et Jean de Huy, son fils. C'est ici que vous habitez? C'est ici que nous habitons. C'est pas trop dur? On s'y fait. La forteresse aux 14 tours a séduit jusqu'en Amérique. Il y a 2 ans, Ridley Scott est venu poser ses caméras pour son film Le Dernier Duel. Une grande fierté pour Monsieur le Comte qui a volé quelques photos. Donc là, ils avaient installé une grande caméra montée sur un bras pour pouvoir filmer au-dessus des tours. Vous avez Ridley Scott. Et là, on voit Matt Damon. Et il nous livre un petit secret de tournage. C'était trop petit pour pouvoir tourner, donc il a fallu constituer un décor. Et ils ont scanné l'intégralité du sol, les pièces, et ils l'ont reproduit en Irlande. Car si les murs sont épais, les pièces et le salon où ils habitent est petit. Et nous retrouvons la comtesse dans sa cuisine. Une cuisine, tout ce qu'il y a de plus simple. Il est en train de vous ouvrir les portes. Est-ce que c'est dur d'habiter au milieu des vieilles pierres comme ça C'est bizarre. Et vous demandez ça à une vieille dame. Alors là, vous exagérez un petit peu, parce que si je suis encore là, c'est que ce que vous voulez, c'est qu'on aime les vieilles pierres, et on est un peu fou de ce qu'on aime et qu'on a envie de transmettre. Avant de repartir, ils nous font l'honneur de goûter le nectar du château, un mâcon blanc qui va nous donner du courage. Santé. Santé. Car il faut affronter notre dernière étape au milieu des vignes. L'ascension à pied de la roche de Solutré, la pointe extrême du sud de la Bourgogne. Mais pas par le chemin habituel. Emmanuel Nonin est guide à Solutré et dans ses pas, nous empruntons un raccourci. Nous marchons maintenant au plus près de la roche. L'éperon calcaire est juste au-dessus de nos têtes. Nous marchons ici sur des fragments de la roche de Solutré. Une voie plus rapide, mais plus périlleuse aussi. Petite frayeur sur une terre qui a fait la richesse de cette région. C'est du calcaire mélangé à de l'argile. Et c'est ça qui nourrit tout autour de nous le vignoble planté en Pouilly-Fuissé. 20 minutes pour rejoindre le chemin balisé. Ah oui, ça va? Il y avait des gens sympas qui nous ont payé le saucisson autour en montée. Ah, bah dis donc. Dernier effort. À 492 mètres de hauteur, pour un ultime frisson. Attention, il y a une faille droit devant. Voilà, on arrive au bord, là. Nous achevons notre escapade bourguignonne au sommet de cette falaise que Lamartine, l'enfant du pays, décrivait comme un grand navire de pierre échoué sur l'océan des vignes.